Ici, nous établirons une ville de la grandeur presque de celle de Saint-Denis, laquelle ville s'appellera, s'il plaît à Dieu et au roi, Ludovica. Un fort dominera cette ville. En 1620, Champlain commence la construction du fort Saint-Louis. C'est le début de son projet d'installation d'une grande ville. Le premier fort est une simple palissade de bois, tout simplement. En 1626, il le remplace par un rempart qui était cette fois-là revêtu de bois. Oh, on a fait une découverte extraordinaire sur le site. C'est que le premier fort Saint-Louis n'était pas qu'en bois. On a trouvé un éperon en maçonnerie. Sur le deuxième fort, on a trouvé, entre autres, un escalier en pierre qui menait à une plateforme à canon qui surplombait le chemin qui montait à la Haute-Ville. On connaît beaucoup mieux maintenant le milieu de vie de Champlain. On a découvert les fondations du logis où il a vécu et où il est mort. On a trouvé aussi beaucoup d'objets associés à son époque, comme des grès de Normandie, des perles de verre, une armoirie papale qui est une décoration, et aussi des restes de table. On mangeait de la sauvagine, du héron, du castor, de la marmotte, de l'anguille et même du corbeau. S'il est mort hors de France, son nom n'en sera pas moins glorieux à la postérité. Le premier gouverneur est Montmagny. Il arrive ici en 1636. Les Amérindiens traduisent littéralement son nom en Ononcio, qui veut dire haute montagne. Ononcio! Montmagny, c'est un chevalier de l'Ordre de Malte. Il arrive ici accompagné de son secrétaire, son lieutenant et 3 officiers militaires. Mais avec Montmagny, le théâtre fait son apparition. On joue le Cid de Corneille. C'est aussi Montmagny qui introduit ici la tradition du feu de la Saint-Jean. Montmagny a laissé des traces de son passage sur le site. Les vestiges montrent qu'on a changé le revêtement en bois du fort par de la maçonnerie. Montmagny trace aussi les premières rues de la Haute-Ville. Il choisit lui-même les noms, les rues Mont-Carmel, Saint-Louis, Sainte-Anne. Montmagny a créé un premier jardin ornemental qui est peut-être le premier en Amérique du Nord. Il a vécu aussi 10 ans dans l'ancien logis de Champlain, après quoi il a remplacé le vieux bâtiment par le premier château Saint-Louis. Avant 1663, le gouverneur exerce pratiquement tous les pouvoirs. Seules les finances sont de la responsabilité de la compagnie. Mais avec l'administration royale, il doit partager les pouvoirs avec l'intendant et le conseil souverain. Il est tout de même le représentant du roi, chef des armées et responsable de la diplomatie avec les nations amérindiennes. Parmi les gouverneurs du 17e siècle, celui qui reçoit avec le plus de luxe est probablement Frontenac. Par exemple, pour fêter les victoires de Louis XIV, il fait illuminer toutes les maisons de la ville et il fait lancer de superbes feux d'artifice. Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. Après l'attaque de Phipps en 1690, Québec doit absolument revoir son système défensif. Frontenac fait alors construire une imposante batterie de canons qui donne directement au-dessus de la rade de Québec. Il reconstruit le fort Saint-Louis 4 fois plus grand que les anciens et on a découvert de nombreux segments de ce fort. Frontenac va également construire un nouveau château qui va être beaucoup plus grand et davantage digne de son rang. Le château va comporter 2 étages, plus les combles, et les caves vont être voûtées. À la gloire de Louis XIV! Les gouverneurs de la Nouvelle-France sont des militaires de carrière issus de la noblesse. Ils reçoivent au Château Saint-Louis régulièrement soirées, bals, réceptions très chics. Le marquis de Vaudreuil possède des tapis de Turquie, des chaudrons de cuivre, de la porcelaine chinoise, de l'argenterie. Vaudreuil vit au château avec sa femme et ses 9 enfants. Il fait l'ajout du pavillon sud qui est réservé aux appartements de sa femme et il ajoute également des ailes de latrine. À ce moment-là, on peut dire que le château Saint-Louis s'approche davantage des châteaux français des 17 et 18e siècles. On s'est fait une idée de la beauté du bâtiment grâce aux fouilles archéologiques qui nous ont permis de dégager tout le sous-sol du château, où est-ce qu'on retrouve tout le complexe culinaire, c'est-à-dire cuisine, garde-manger, office, également des corridors, cages d'escalier, ainsi que les fosses des latrines.
Dans la cour sud du château, on a trouvé plusieurs objets qu'on peut associer au gouverneur beauharnois, dont des assiettes en faïence et des bouteilles à vin qui sont marquées des armoiries du marquis. L'époque est cruciale. La guerre de succession d'Autriche a des répercussions dans la colonie. En 1745, le gouverneur réunit l'élite de Québec au château Saint-Louis devant la menace anglaise. On décide alors sur le champ, et ce sans l'accord du roi, de construire des nouvelles fortifications pour Québec. La guerre de 7 ans décide du sort de la Nouvelle-France. Les bombardements sur Québec sont très violents. Une partie du château Saint-Louis est même complètement détruite. On a retrouvé sur le site une quantité impressionnante de projectiles provenant du bombardement. Bombes, boulets, obus et des grenades comme celle-ci. Avec le traité de Paris de 1763, le Canada devient colonie anglaise et prend le nom de Province of Quebec. God save the King! C'est un gouverneur britannique qui habite maintenant le château. Malgré la création de la Chambre d'Assemblée en 1791, tous les pouvoirs continuent à lui appartenir, et ce jusqu'à la création du gouvernement responsable. L'état du château est pitoyable après le bombardement et malgré tout, le gouverneur Murray décide de sa rénovation. Sauf que le bâtiment devient vite désuet et en 1787, le gouverneur Haldimand décide de construire un nouveau château en face du vieux château Saint-Louis qui servira de nouvelle résidence officielle aux gouverneurs généraux. Les vestiges archéologiques démontrent qu'en 1808, on élargit le château Saint-Louis vers l'avant. Dans les mêmes travaux, on le rehausse d'un 3e étage et on lui donne un style architectural anglais. Les gouverneurs britanniques reviennent donc y habiter. Ils logent également les officiers militaires de passage. Bals et réceptions s'y succèdent. On y reçoit jusqu'à 400 invités. Au plan social, le château Saint-Louis est plus que jamais le lieu autour duquel la haute société de Québec gravite. Les chefs cuisiniers sont parfois français. On a d'ailleurs retrouvé sur le site une bouteille de Château-Latour qui prouve qu'on prenait de grands crus au château Saint-Louis. Monsieur le gouverneur et madame ont chacun leurs appartements privés, comme au régime français. Et de plus, on retrouve à l'intérieur du château un billard room. Fire! Fire! Le feu éclate dans la chambre d'un officier militaire et comme il fait très froid cette nuit-là, l'eau gèle dans les pompes à incendie. Donc on se dépêche à sortir les meubles, l'argenterie, la documentation officielle. Le château est une perte totale. Les gouverneurs s'en vont donc habiter en banlieue. Quelques années plus tard, avec l'acte d'union, Québec perd son statut de capitale et le gouverneur qui va avec. 4 ans plus tard, on ouvre au public le jardin du gouverneur. Sur les fondations du château Saint-Louis, on construit la première terrasse du Rame, qui deviendra, après 2 agrandissements, la terrasse du Frein. La ville dont rêvait Champlain existe aujourd'hui. C'est un joyau du patrimoine mondial et en plus, le symbole de la présence française en Amérique. Les forts et châteaux Saint-Louis, dont Champlain a jeté les bases, sont toujours présents sous nos pieds. En fait, même la terrasse du Frein est un héritage de Champlain.